Donc, notre première présentation cet après-midi, ça va être par Dr. Caroline Meunier, spécialiste vétérinaire nationale aux opérations en santé des animaux de la CIA. Et ceux qui sont arrivés un petit peu plus tôt, ils ont vu aussi le vidéo de notre exercice des 16 et 17 octobre. Dr. Meunier va nous parler des zones de contrôle, puis elle va utiliser entre autres l'exemple du site où on a simulé une crise de PPA qui était à Saint-Césaire en Montérégie. Et vous allez voir qu'il y avait quand même une densité élevée de porcs dans cette zone-là, ce qui peut nous donner un aperçu là, des impacts que ça va avoir au niveau des mouvements et de la gestion des permis et de la surveillance dans une zone comme ça. Donc, Dr. Caroline Meunier a gradué de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 2002. Elle a pratiqué dans le secteur des petits animaux pendant près de 10 ans avant de se joindre à l'Agence canadienne d'inspection des aliments en 2013. Dr. Meunier a occupé diverses positions à la CIA avant de devenir spécialiste vétérinaire national aux opérations en santé des animaux dans l'équipe de l'orientation opérationnelle et expertise, lutte contre les maladies des animaux terrestres et de la traçabilité. Donc, sans plus tarder, on a accueilli Dr. Meunier. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, OK, parfait. Puis c'est supposé mieux pitonner que ce matin. Donc, bonjour, je vous parle aujourd'hui de zonage et de permis en cas d'éclosion de PPA. Donc, on va le voir en deux volets. Donc, on commence par le zonage. Donc, dans le cadre d'une intervention, comme on a vu là plus tôt, dans le cadre d'une intervention de la CIA, on a des principes de base qu'on doit employer, puis principalement éradiquer la source de l'agent, prévenir les contacts entre les espèces, les animaux sensibles et l'agent de la maladie, confiner l'agent dans une zone géographique, donc c'est ce qu'on appelle le zonage et c'est ce qui va nous intéresser dans ma présentation, puis finalement stabiliser l'accès au marché. Donc, on l'a vu plus tôt, l'objectif premier du zonage, c'est vraiment de confiner la maladie à une zone géographique, une ou des zones géographiques, dépendamment du nombre de zones qu'on a. Et comme avantage secondaire, on va pouvoir gérer indirectement le risque commercial en pouvant définir, si on est capable de définir où il y a de la maladie, par extension, on définit où il n'y en a pas de maladie. Donc, dans le fond, tout ce qui est zone autour de notre zone de contrôle. Au Canada, ce qui est intéressant ici, c'est juste de voir que nous, on appelle ça des zones de contrôle primaire. Donc, c'est comme ça qu'on appelle nos zones. Dans d'autres pays, donc à l'international, ça pourrait s'appeler différemment. Donc, il faut savoir que la zone de contrôle primaire, on va la définir, on va voir exactement ça a l'air de quoi. Dans le fond, ici, vous le voyez, donc la première image là, de ce dont à quoi peut avoir l'air une zone. Fait que juste avant, vous remarquez que dans le fond, toutes les petites fermes, là, dans le fond, ce que ça a comme impact pour elles d'être dans une zone de contrôle, c'est dans le fond, d'avoir tout ce qui est coché, là, ici, tous les items qui vont s'appliquer. Excusez-moi, c'est-il possible d'avoir le chronomètre? Merci. Merci. Fait que là, dans le fond, dans cette zone-là, fait que tous les établissements porcins, dans le fond de la région, vont être soumis, si on veut, à une biosécurité accrue. Il va y avoir des contrôles de déplacement. Donc, le principe de base d'une zone, c'est de s'assurer que tout ce qui va se déplacer et qui a lien avec l'agent infectieux, donc dans ce cas-ci, le virus de la peste porcine africaine, va devoir être déplacé sous contrôle, donc sous un permis, sous certaines conditions. Puis, il se peut même qu'on interdise certains déplacements tout court. Il va y avoir une surveillance qui va avoir lieu dans cette zone-là, donc comme on a déjà vu, qui peut prendre différentes formes. Puis, il va aussi avoir une prise en compte plus rapide, si on veut, là, une prise en charge plus rapide de tout ce qui est cas de signalement de porcs malades et ou de mort dans cette zone-là par rapport à une zone externe, juste pour se dire, OK, le risque est plus élevé, fait que si on a un incident de maladie ou de mortalité, c'est probablement plus à risque d'être la peste porcine africaine que plus on s'éloigne, dans le fond, de l'endroit du lieu infecté. La ZCP, vous l'avez ici schématisée, donc c'est vraiment l'ensemble de ce que vous voyez. Vous voyez le lieu infecté qui est entouré donc d'une zone qui a un rayon, donc imaginez ça à peu près comme un cercle. Là. Je vais vous montrer en réalité ça a l'air de quoi, mais dans le fond d'un cercle qui a un rayon d'au minimum 3 km. Donc, dépendamment de certains facteurs, on peut aller au-delà de 3 km, mais il y a toujours un minimum de 3 km.
Cette zone-là, c'est la zone infectée, donc qui est directement autour du lieu infecté. Puis autour de ça, dans le fond, on a l'anneau qui est la zone de restriction qui, elle a dans le fond un rayon de 10 km à partir du lieu infecté. Donc de la limite extérieure de la zone de restriction au lieu infecté, il y a 10 km. Donc, quand on dit qu'on est dans une ZCP, on est dans l'ensemble de ces zones-là, c'est-à-dire la zone infectée et la zone de restriction. Fait que vous soyez dans l'une ou l'autre des zones, vous êtes tout de même dans une zone de contrôle primaire. Tout ce qui est donc le blanc autour de l'anneau jaune, ça se trouve à être la zone indemne. Donc, c'est la zone où on dit qu'il n'y a pas de maladie à ce moment-là. Ici, c'est le retour là, sur l'exercice, j'ai mis septembre, mais qui a eu lieu en octobre. Dans le fond, c'est pour vous montrer, si on le schématise, donc à votre gauche, vous avez vraiment avec le graphique des rayons, là, avec des cercles concentriques, mais c'est plutôt ce qu'on a à droite qu'on va avoir en réalité, c'est-à-dire que c'est un tracé qui est irrégulier. Donc, la ligne jaune, ça serait la limite externe de votre zone infectée, puis la ligne mauve, ça serait la limite externe, de votre zone de restriction. Pourquoi ce n'est pas des beaux ronds? Bien, c'est parce qu'on suit, dans le fond, il faut être capable de la décrire. Fait qu'on on doit être capable de vous dire exactement, suivez le tracé, puis pour ce faire, on va suivre soit des routes, soit des limites là, géographiques, physiques du paysage et tout ça. Donc, il faut être capable de la décrire de cette façon-là. Fait que déjà, d'emblée, vous voyez pourquoi c'est un minimum de 3 km, parce que, bon, ça varie tout ça. La zone, elle n'est jamais faite en fonction de s'assurer d'exclure. Ça serait bien le fun d'exclure un établissement qui va nous donner plein de troubles parce qu'il y a plein de permis associés à cet établissement-là, mais ce n'est pas du tout fait dans ce sens-là. C'est vraiment dans le fait d'un minimum de 3 et de 10 km, puis là, après ça, on va juste comme la chercher pour rassembler les routes dont on a besoin pour faire un tracé qui est descriptible, finalement. On l'a déjà vu que, dans le fond, ce qui arrive quand il y a une éclosion de peste porcine africaine, donc dès qu'on a un lieu qui est infecté, il va y avoir fermeture des marchés. Donc, même ces pays-là qui acceptent, dans le fond, qui reconnaissent notre zonage, au début, il va y avoir une fermeture. Donc, ils ne vont quand même pas dire « Ah, c'est bon, on accepte vos zonages, envoyez-nous tout de suite des produits porcins du Canada. » Ils vont carrément dire « Bon, c'est beau, on ferme tout. » Puis là, nous, on va avoir le devoir, dans le fond, de prouver, de démontrer que ce qu'on leur avait dit sur papier qu'on ferait, on est bel et bien capable de l'accomplir. C'est-à-dire qu'on veut être capable de démontrer que nos zones, ils permettent de confiner la maladie dans un endroit. Donc, à ce moment-là, ça va nous prendre un certain temps pour faire de la surveillance puis démontrer que j'ai pas eu juste un cas, que j'ai eu juste un cas ou que, du moins, les cas sont très rapprochés puis que j'ai pas besoin d'étendre ma zone à une surface, un aire géographique plus grand. Ce qu'il faut tenir en ligne de compte, c'est que par rapport à l'exportation, donc oui, il y a fermeture des marchés au début. Une fois que les marchés vont réouvrir, donc là, disons, après un certain temps, nous, on fait nos devoirs, on montre aux autres pays. Je donne comme exemple, mettons, les États-Unis. On leur dit, on vous avait dit qu'on ferait des belles zones, on a fait des belles zones, ça tient le coup, il n'y a pas de cas ailleurs, on sait qu'on est en surveillance, on est sous contrôle. Mais à ce moment-là, les États-Unis, ils vont dire, OK, c'est beau, mais tout ce qui est dans, ce qu'on espère qu'ils vont dire, mais tout ce qui est dans la zone de contrôle primaire, ça ne va toujours pas être exportable. Puis vous avez la liste ici de ce à quoi ça réfère. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les produits désignés. Fait que dans le cas de la peste porcine africaine, on parle de tout ce qui est porc vivant ou produits de porc, puis ça peut même être des choses indirectes aussi, ou qu'il y a des contacts indirects avec des porcs. Fait qu'en termes d'exportation, dans le fond, vous avez les animaux, la viande qui viennent d'animaux qui proviennent de la ZCP. Ça ne sera pas exportable. La viande de porc, les sous-produits qui sont transformés dans la ZCP. Fait que si vous avez des porcs qui viennent de la zone indemne, mais qui sont abattus puis qui se font transformer dans la ZCP, ce ne serait pas exportable. Puis finalement, les porcs vivants, la viande de porc, les sous-produits qui ont transité à travers une ZCP. Ça veut dire que je suis dans une zone indemne, pas de maladie. Mettons, j'ai un camion, je traverse la ZCP, même si c'est juste une petite portion, je passe dans la ZCP, puis j'en ressors de l'autre côté. Même si je n'ai pas arrêté dans la zone, si j'ai transité, je vais avoir un impact à ce moment-là sur l'exportation de ces produits-là. Ils ne devraient pas être exportables. Il y a des exceptions, c'est-à-dire que certains produits là, qui peuvent être, puis ça dépend des pays aussi, là, mais certains pays vont accepter certains produits qu'on est capable de démontrer, dans le fond, qui ont subi un traitement thermique suffisant pour anéantir le virus de la peste porcine africaine. Ils pourraient être acceptés. Mais les lignes générales, c'est ceci. Fait que juste pour vous donner un exemple, dans l'exercice qu'on a fait, on avait 2 grandes autoroutes. Fait que déjà, ça veut dire que si vous ne voulez pas avoir une limite à l'exportation, il faudrait faire le contour de la ZCP ou passer ailleurs pour ne pas subir la conséquence là, liée à l'absence d'exportation par un transit dans la ZCP. La ZCP, elle va être déclarée dès qu'on va avoir un cas confirmé. Donc, à chaque fois qu'on a un lieu infecté, on va avoir une ZCP qui va y être associée.
Ça, c'est chez les porcs domestiques. Chez les porcs sauvages, grosse diapo pour dire exactement la même chose. Donc, c'est juste que, contrairement à d'autres maladies, comme par exemple la grippe aviaire, où on ne va pas intervenir de la même façon, donc, carrément, si on a une détection au niveau des oiseaux sauvages, il ne va pas avoir des conséquences au niveau de la surveillance, puis des limites, puis des restrictions au niveau des oiseaux domestiques. C'est particulier pour la peste porcine africaine, c'est-à-dire que si je découvre, dans le fond, de la peste porcine africaine chez des animaux sauvages, évidemment, mon lieu infecté ne sera pas une ferme, ça va être le lieu à peu près approximatif géographique où j'avais ce porc sauvage-là qui a été trouvé. Mais je vais appliquer une surveillance puis des restrictions, puis je vais avoir une zone de contrôle primaire pour tout ce qui est porc domestique dans cette région-là. Donc, il y a un impact direct sauvage domestique dans ce cas-là. C'est quoi le lien avec les permis puis le zonage? Bien, dans le fond, quand j'ai une zone, je sais que j'ai des restrictions associées à cette zone-là. Donc, pour pouvoir permettre certains déplacements essentiels liés au bien-être animal, entre autres, mais je dois me déplacer avec des permis. Le but du permis, c'est de fournir un déplacement le plus sécuritaire possible. Donc, comment je fais ça? Bien, c'est que je pourrais exiger certaines choses avant d'émettre mon permis. Fait que je m'assure que mon déplacement respecte dans le fond, le maximum, la sécurité possible d'un déplacement. Puis, les permis, c'est ce à quoi s'attendent aussi nos partenaires commerciaux. C'est-à-dire que ceux qui acceptent notre zonage, ils savent aussi que ça vient avec, bon, bien, si j'ai une zone, j'ai certaines activités particulières dans cette zone-là, entre autres, bien, des déplacements contrôlés par des permis. Le demandeur d'un permis, bien, c'est le propriétaire, normalement, là, de l'animal ou des produits, puis il peut déléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Puis l'émetteur, bien, c'est des inspecteurs habituellement qui sont désignés sous la loi et le règlement de la santé des animaux. Donc, un permis, c'est carrément un document qui doit accompagner le déplacement. Puis, les déplacements, ils peuvent être de différents types. Je peux autoriser des déplacements. Je peux autoriser sous conditions, c'est-à-dire que je pourrais avoir un déplacement qui est permis, mais par exemple, associé à des conditions de nettoyage et désinfection du véhicule au départ, à l'arrivée. Puis, je pourrais avoir des conditions comme d'avoir des épreuves. Fait que si je veux déplacer, par exemple, ce qui est le plus à risque, c'est des porcs vivants. Si je veux déplacer des porcs vivants, mais je vais exiger qu'ils soient, mettons, testés. Mettons, 48 heures avant le départ, il pourrait avoir un examen vétérinaire qui est exigé 24 heures avant le départ. Puis, j'ai des conditions de biosécurité au lieu de départ, au lieu d'arrivée et tout qui sont associées à ça. Fait que dans ces cas-là, il faut que toutes ces conditions-là soient remplies avant que le permis puisse être émis. Fait qu'il faut faire la demande, remplir les conditions, puis après ça, on peut émettre le document. Il y a des déplacements qui peuvent être carrément interdits. Ça dépend de plusieurs facteurs. Fait que ça peut être interdit selon le moment de l'éclosion. Fait que c'est sûr qu'au tout début, je vais restreindre des choses parce que là, on ne sait pas l'ampleur de ce qui nous pend au bout du nez. Puis ça peut dépendre du produit. Comme je vous dis, il y a des produits plus à risque que d'autres. Ça dépend je suis où. Donc, dans la zone infectée, on évalue qu'il y a un risque supplémentaire versus dans la zone restreinte. Fait qu'à ce moment-là, je peux avoir une différence au niveau de ce qui est permis, dépendamment d'où je pars, là, au niveau de la zone. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui va nous dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit? Bien, on établit, dans le fond, des normes. Fait qu'on va établir, là, on va évaluer, puis ça, c'est toujours en rédaction, mais on est très avancé là, à ce niveau-là, de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut comme exigence pour tel ou tel déplacement. Ça varie dans le temps aussi. Ceux qui ont vécu la grippe aviaire, vous savez très bien qu'on réajuste le tir des fois quand on dit « Ah, ça, c'était trop restrictif, ça, c'était peut-être trop permissif », puis on peut s'ajuster en cours de route. Au niveau des permis, donc, il y a différents types de permis, encore une fois, dépendamment du type de risque. Fait que si le risque est plutôt faible, un permis général, c'est un permis que monsieur, madame, tout le monde peut aller en ligne, il le remplit, il se l'imprime, puis il l'a avec lui quand il fait son déplacement. Fait que c'est pas un permis qui est émis par l'agence directement. Là, on a donné une autorisation pour vous de vous imprimer ce permis-là. Mais dans le fond, ce qui exige, c'est que la personne s'engage à respecter des concepts minimaux de biosécurité associés à ce déplacement-là. Puis, ben nous, ça nous permet d'avoir un registre pour se dire que, dans le fond, si on a une traçabilité, un retraçage à faire, ben on sait tout le monde qui a demandé un permis général. Un permis spécifique, ça, c'est quand on a vraiment, dans le fond, un risque plus élevé. Excusez, ça s'en vient. Quand on a un risque plus élevé associé au déplacement, encore une fois, par exemple, comme un déplacement de porc vivant, puis là, vraiment, il va avoir des conditions précises à respecter. Fait que si vous voulez déplacer des animaux vivants, c'est sûr qu'il faut nous le dire le plus tôt possible, parce qu'il faut qu'on envoie une équipe pour l'échantillonnage, qu'on obtienne le résultat, possiblement qu'il y ait une inspection à faire sur place, puis que vous nous envoyez des protocoles de biosécurité, des trucs comme ça. Fait que ça peut être assez exhaustif, ce qu'on peut demander pour ce type de déplacement-là. Fait que c'est sûr que la situation la pire, c'est en début d'éclosion, c'est-à-dire que vous ne le savez pas que pour votre abattage de demain, vous avez besoin de demander un permis. Bon, bien, à ce moment-là, il faut prioriser. Il va falloir qu'on fasse une priorisation puis que vous soyez prête à dire, OK, je sais qu'il y a sûrement des permis, comment je fais ça, et tout, et tout.
Le permis, il peut être à usage unique la plupart du temps, mais il peut être à usage multiple aussi. Fait que tout ce qui est fournisseur de services, souvent, on va faire ça que c'est à usage multiple, là. Ils peuvent l'utiliser régulièrement, on a leur protocole en main, on sait qu'ils vont respecter les exigences, on sait c'est quoi leur protocole, puis ça peut être remis, que le permis, là, il est valide pour plusieurs fois, là, sur plusieurs semaines. Dans le fond, ça, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est désigné en vertu de la peste porcine africaine. Ce qui est important de savoir, c'est quand on contrôle les déplacements par rapport à une ZCP, ça va être tout ce qui rentre dans une ZCP. Fait que vous avez bien beau avoir un port qui est dans une zone indemne, s'il veut rentrer dans la zone, il est concerné par un permis. Donc, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, tout ce qui se promène dans la zone de contrôle et tout ce qui traverse, comme je vous dis, là, un transit. Les permis vont être délivrés, comme je l'ai dit, dans le fond, après qu'on ait évalué le dossier puis qu'on ait rempli toutes les conditions. Fait que c'est sûr qu'il y a un délai, puis idéalement, bien, on demande toujours au moins un délai de 7 jours avant d'émettre un permis. Encore une fois, vous ne savez pas qu'il va y avoir une éclosion dans X jours. Cette diapo-là est importante, dans le fond, parce qu'elle vous donne des exemples. Puis juste pour vous dire, là, on est encore en train de finaliser les choses. Fait que ce que je vous donne, c'est des idées de grandeur. Fait que pour vous donner, dans ce cas-ci, des idées de grandeur par rapport au déplacement des porcs vivants, je vous dirais que ce qui est presque certain, c'est que dans au moins, comme on l'a mentionné plus tôt, au moins les 15 premiers jours, aucun déplacement de porcs vivants va être possible. Fait que ça, c'est dans tous les sens, là, comme je vous disais, vers, hors, au travers, transit, tout ça. Les porcs vivants ne se déplaceraient pas dans une ZCP. Si vous regardez les deux premières lignes, vous avez des porcs, dans le fond, des porcs vivants qui se déplacent d'un lieu à l'autre. Ça, c'est des porcs qui restent vivants là, au deuxième lieu, tandis que votre deuxième ligne, c'est des porcs qui s'en vont directement à l'abattoir. Dans les deux cas, votre première colonne, dans le fond, la deuxième, pardon, elle indique que le permis ne pourra pas être délivré dans les premiers stades de l'éclosion. Comme je vous dis, un minimum de 15 jours. La dernière colonne vous dit est-ce qu'ils peuvent sortir de la ZCP. Encore une fois, ces animaux-là des deux premières lignes ne pourront pas sortir de la ZCP. Fait que là, essayez juste de visualiser de quoi ça peut avoir l'air, qu'il n'y a plus d'animaux qui rentrent dans la ZCP, puis il n'y a plus d'animaux qui se promènent dans la ZCP. Donc, autant ceux qui sont destinés à changer là, de stade de production que ceux qui sont destinés à aller à l'abattoir. Votre troisième ligne, dans le fond, c'est vraiment comme de l'abattage humanitaire. Fait que ça, c'est vraiment la réduction d'une population. Ça, évidemment, on va le permettre dès le début. Donc, ça pourrait être permis, mais ce n'est pas un acquis, c'est-à-dire qu'il va y avoir des exigences associées à ça. L'équarrissage ne sera probablement pas disponible dans les permises dans les premiers stades. Puis, quand vous regardez la dernière colonne, bien, pour la troisième ligne, à ce moment-là, oui, c'est possible, mais on va vous dire où aller. Fait que ça ne sera pas possible de dire, OK, je m'en vais à quelque part pour de la réduction de population, de l'abattage pour réduction de population. On va vous dire exactement, c'est permis, mais à tel endroit. Les trois catégories nécessitent, dans le fond, d'avoir des tests au préalable aussi sur les animaux. Les autorisations vont demeurer dans une ZCP tant qu'elle n'est pas révoquée. C'est-à-dire que tant qu'une ZCP est en place, je vais demander d'avoir des permis puis de répondre à des conditions. La ZCP elle va être levée après certains critères précis. Puis ça, on l'annonce, c'est publié, tout ça, quand les ZCP sont mises en place, c'est révoqué. Ici, si on revient encore à l'exercice, vous regardez, là, dans le fond, à la droite, vous avez le schéma où vous voyez les fermes, puis vous voyez, dans le fond, qu'il y en avait à peu près 100 fermes dans cette zone-là. Fait qu'encore une fois, 100 fermes divisées par le type de production. Vous voyez un peu, là, imagé qu'est-ce que ça peut être comme déplacement, dans le fond, qui ne sont pas permis dans les 15 premiers jours. Puis aussi, une fois que ça redevient permis, les déplacements là, bon, des articles plus sensibles, comme par exemple les porcs vivants, tout ça, vous pouvez voir ici, là, ça représente sur un 30 jours là, à peu près pour cette zone-là, ça aurait représenté à peu près plus de 400 permis qui auraient été demandés. Ce pas tous des permis spécifiques là, qu'il faut répondre à des conditions, tout ça, mais le but, c'est de stimuler l'imaginaire, de vraiment se dire, là, comme, OK, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air d'avoir tout ça, un, qui est paralysé pendant au moins 15 jours, puis deuxièmement, après ça, là, comment on repart la machine sur tout ça, là? On veut bien en émettre des permis, mais il y a une limite à des capacités. Fait que c'est définitivement pour ça qu'on a besoin du support de l'industrie, la collaboration de tous, que vous soyez le plus près possible d'avance au niveau même de votre production porcine vous-même, de savoir, tu sais, OK, c'est quoi mes déplacements, comment ça marche. Puis, idéalement, dans un monde parfait, puis là, je ne propose pas des solutions, mais c'est sûr que, par exemple, on a eu dans les cas de grippe aviaire où il y avait des fosses à fumier, dans le fond, qui étaient à rabord, puis le produit ne pouvait pas se déplacer, vous n'avez pas le droit de déplacer le fumier, ou c'était très compliqué au début. Bien, dites-vous qu'à ce moment-là, on risque des débordements. Là. Fait que c'est sûr que d'essayer d'aller vers une pratique qu'on se dit, OK, je la vide peut-être avant qu'elle ne soit pas tout à fait prête, ça serait génial, faisable. Je vous laisse y penser. Puis la même chose, mettons, par rapport aux besoins d'entreposage des aliments. Vous n'êtes pas obligé, dans le fond, d'avoir votre livraison de moulée qui est faite à chaque semaine, puis que vous êtes capable peut-être d'en entreposer un peu plus dans ces périodes-là pour éviter les déplacements qui exigent des permis, des exigences, tout ça. Ce serait super. Faisable. Encore une fois, je vous laisse la réflexion.
dans le fond, ça fait le tour pour moi, la ZCP puis les permis. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a une question rapide pour Caroline sur les zones? Oui. Yvan? Merci, Caroline. 3 questions très pratico-pratiques. La première, tu as dit on va émettre les permis. Qui vont. Est-ce que c'est. J'enlève ça en ligne. Là. Les permis qui sont très restrictifs, si je peux dire, là, c'est qui? C'est-tu juste ou vous déléguez ça à quelques personnes? C'est pas impossible de désigner quelqu'un, mais il faut les désigner en vertu de la loi et du règlement de la santé des animaux. Fait après ma barre, j'aurais tendance à dire que c'est l'agence. OK. Ouais. Ensuite, pour les gens qui, tu sais, parce que c'est ma première formation a été de me faire dire, puis c'est correct aussi, là, que quand il y a une zone primaire comme ça de contrôle, c'est à l'industrie de s'occuper de mettre le contrôle du transport. Tu sais, vous n'aurez pas le personnel pour faire le contrôle. Vous allez nous demander le plan, puis si le plan est approuvé, appliquez-le. Oui. Dans un cas où le permis il est restrictif, là, tu sais, m'aller comme tu voudras, le restrictif, est-ce que vous allez informer les gens de l'industrie qui s'occupent de faire reconnaître la barrière de frontière de la zone? Parce que nous, qu'est-ce qui vous dit, vous, quand vous émettez le permis restrictif, que le producteur, il va vraiment le suivre? Il faut que les gens de la contrôle le sachent. Fait que les autres, y a-t-il une communication qui se fait avec eux autres? Bien, tout à fait, il y a une communication, mais tu sais, si je vous donne juste l'exemple, là, mettons, quand je vous dis que ça prend un permis pour transiter à travers une zone, là, j'aimerais bien ça vous dire qu'on est à chaque coin de rue. Non, je sais, vous ne serez pas. Puis on ne l'est pas. Fait que c'est Je sûr sais. qu'il peut se faire des contrôles qui se fassent, mais oui, il y a une partie là-dedans qu'on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'ils peuvent même dire, je vais tout faire ça, puis ils ont un beau protocole écrit, puis que ça ne sera pas fait. C'est certain que ça peut être une problématique. Quand je comprends qu'on va à haut pourcentage de réussite. Là. Oui, Ma exact. dernière question, rapidement. Est-ce que tout ce que vous appliquez encore pour la zone de contrôle, on reste tous en milieu agricole? Moi, mes voisins, c'est des producteurs laitiers, avicoles, nommez-la tous. Oui. Est-ce que quand on a une zone de contrôle comme ça, est-ce que je dois l'imposer aussi aux camionneurs de lait, Non. livreurs de grains, puis tout ça? Non, à moins que, mettons, je vous donne un exemple, s'ils vont sur un site où il y a des ports. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, j'ai omis cette partie-là, mais c'est une excellente question. Dans le fond, c'est le ministre là, qui va, dans le fond, déléguer au président de la CIA, qui va dire, OK, j'aimerais ça que tu déclares une ZCP. Il va désigner à la fois la liste des choses. Puis la liste des choses, dans ce cas-ci, pour la peste porcine africaine, ça va être tout ce qui est relié au porc. Fait que, dans le fond, tout ce qui est porc vivant, produits, viande, blablabla, etc. Puis tout ce qui peut avoir été en contact, dans le fond, avec ces espèces-là. Fait que je vous donne un exemple. C'est la même chose qu'on faisait pour la grippe aviaire. Fait qu'on désignait, dans le fond, tout ce qui était aviaire. Fait que ceux qui s'en allaient, comme un camion qui s'en allait livrer exclusivement sur un établissement porcin, bien, il n'y avait aucune restriction par rapport à la grippe aviaire. Fait qu'il y a bien beau géographiquement être dans la zone, il n'y avait pas de problématique. Sauf que le lendemain, si, mettons, il allait sur une ferme, tout à là, fait. il prenait son permis Tout à fait. et tout ça. Exact. Merci. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Caroline.